Bien, le congrès se poursuit avec un projet présenté par deux lycées, c'est-à-dire Budapest et Berlin, qui vont se succéder donc sur le même projet. Il s'agit des tests par l'eau. Alors, Berlin, vous venez ici, et c'est vous qui donnerez la main ensuite à Budapest quand ce sera leur tour. Bonjour et bienvenue à notre présentation Matangine. Notre projet consistera à trouver la façon la plus efficace de tester une population. Donc, c'est-à-dire utiliser le moins de tests possible pour tester une population. Donc, nous avons notre problématique sera en situation d'épidémie. Comment tester une population avec le moins de tests possible? Donc nous avons une population et elle est infectée par une maladie, un virus. Et donc, l'exemple de base serait de tester tous les individus individuellement. Ce qui fera, si notre population est de N personnes, donc 30 personnes, on aura exactement 30 tests. Et avec un test par personne et avec une économie de 0, puisque c'est l'exemple de base. Donc, on a trouvé une méthode, c'est la méthode des tests par l'eau. Cette méthode consiste à regrouper le sang ou la salive, ça dépend de la sorte de test qu'on fait, et de regrouper ce sang ou cette salive de plusieurs personnes pour la tester, enfin, tester ce groupe. Donc, par exemple, ce groupe de 10 personnes, donc là on fait des lots de 10 personnes, ce lot de 10 personnes, quoi? Oui, pardon. Ce groupe de 10 personnes, il va être testé une fois, donc on va regrouper le sang de 7 personnes, de 7 personnes, de 7 personnes, etc., etc. Et on va regarder s'il est positif ou négatif. Donc dans ce cas-ci, il sera positif puisqu'on a au moins une personne qui est malade dans ce test et donc on va devoir tester chaque personne individuellement, ce qui nous fera donc un test pour le groupe plus chaque personne individuellement, ce qui fait 10 plus 1, donc 11 tests pour ce groupe. Et donc pour le prochain lot, ce sera de même et le prochain encore une fois. Ce qui nous fera donc par la fin 33 tests. Donc on aura une perte dans ce cas et la méthode des tests par l'eau ne marchera pas et sera inefficace. On se demande si en prenant les lots d'une autre taille, en choisissant une taille différente de l'eau, on pourra arriver à une autre outcome, un autre résultat. Donc nous, on a choisi de prendre des lots de 3. Donc ici, nous avons 3 personnes et aucune de ces personnes est malade. Aucune de ces personnes est malade. Donc ce test sera négatif et on n'aura pas besoin de retester toutes ces 3 personnes. Donc là, on aura une sorte d'économie puisqu'on a fait un test pour ces 3 personnes. Et donc dans celui-là, dans ce lot, on aura un test qui est positif. Donc on devra retester toutes les personnes dans le lot. Et ce qui nous fera 4 tests en résultat. Voilà. Et on va faire appliquer cette méthode sur tous les groupes. Oui. Il y a quelque chose qui est bizarre avec oui. Ce qui nous fera, donc, on a 10 groupes avec 6 lots positifs. Et ce qui nous fait donc 6 fois 3, puisque c'est des lots de 3, donc 18 tests supplémentaires. Et notre nombre de tests total est de 28. Et 28 sur 30 égale 0,93, ce qui nous fait une économie de 0,07 tests par personne, qui est avantageux si on augmente la taille de la population. Et dans cet exemple précis, utiliser la méthode des tests par l'eau est efficace. Maintenant, je vais vous passer
la parole à Jacob, un de mes camarades, pour vous expliquer que quand même, il y a certaines contraintes en utilisant cette méthode. Ouais. Donc, comme Pénélope l'a déjà dit, il s'agit ici d'un cas précis. Donc, lorsque la disposition des malades dans les lots change, les valeurs et donc l'économie faite par rapport à la première méthode change aussi. Donc, si on fait encore une fois des recoupements par 3, mais cette fois, ils sont disposés différemment, on remarque en fait que on doit faire, qu'on a 10 groupes, donc 10 tests, mais 8 positifs, ce qui nous donne 24 tests supplémentaires, et donc 34 tests sur 30 personnes, ce qui est, par rapport à la première méthode où on teste chaque personne individuellement, inefficace. Ici, on a donc remarqué qu'il y a un certain aspect d'aléa, de probabilité sur si cette méthode est efficace ou non. Donc, je passe la parole au groupe de Budapest qui va étudier ce phénomène un peu plus en profondeur. Et vous voulez en grand, je vous laisse mettre en grand. Donc bonjour, nous sommes les élèves de Budapest et on a travaillé sur le même sujet, sauf on a pris une démarche différente. Donc moi c'est Blanca et moi c'est Mila. Donc d'abord on va expliquer le but de notre démarche. Le but c'est de trouver pour un taux de malades donné comment diviser une population en lots de même taille pour faire le moins de tests possible. Alors pour expliquer, on va prendre un exemple. Comme notre groupe, on va prendre un exemple de une population de 30. Il faudrait maintenant imaginer qu'une case représente une personne. Donc, ici, on a une population de 30, donc 30 cases. On va les diviser en 10 lots, et dans chaque lot, il y aura 3 personnes. Donc, d'abord, on va s'intéresser à un lot plus précisément, et on voudrait trouver la probabilité qu'un lot soit infecté. On peut représenter cette situation par un arbre de probabilité construit de 3 lignes et chaque ligne représente le test d'une personne. Par exemple, si on regarde la première ligne, donc qui correspond à la première personne, on peut voir que le test peut être soit positif, donc où l'individu est infecté, représenté par une case entourée en rouge, ou bien négatif, entouré en vert. On a pris un taux de malade de 2%, donc la probabilité que la personne soit infectée est de 2 sur 100. Les tests de la deuxième personne et de la troisième personne sont indépendantes des tests précédents, donc ont la même probabilité d'être infectés ou pas être. Comme pour un lot d'être infecté, ça suffit qu'une seule personne soit malade dans un lot. Donc, nous allons nous intéresser plus précisément à la probabilité comment une personne soit malade dans un lot. Pour trouver plus facilement cette probabilité, on va d'abord calculer la probabilité que 0 personne soit malade dans un lot, qui correspond à ce chemin ici qu'on a retracé en vert. Et on peut remarquer l'événement 0 malade
correspond à demain. Pour calculer la probabilité, il faut donc multiplier, faire le produit des probabilités de chaque branche de ce chemin qui va nous faire 1 moins 2 sur 100 puissance 3. Pour trouver la probabilité qu'on cherchait, donc la probabilité comment une personne soit malade dans un lot, il faut retirer la probabilité que 0 personne soit malade dans un lot à 1, qui va nous donner 1 sur 125 000. Donc maintenant, avant de continuer, on veut faire un petit rappel pour rappeler notre exemple. Donc, on est toujours dans la situation où il y a une population de 30 personnes et 10 lots, et il y a 3 personnes dans un lot, avec bien sûr un taux de malade de 2%. Donc, maintenant, comme on a trouvé la probabilité qu'un lot soit infecté, on veut trouver combien de lots sont infectés. Donc, si on regarde l'ensemble des lots, on va savoir combien de lots sont infectés. Ça peut varier, ça peut être par exemple 1 ou 4 ou même 10. Donc, pour représenter ces valeurs, on va utiliser la variable aléatoire x qui représente le nombre de lots infectés. Et cette variable peut bien sûr varier de 0, 1, 1, 2, même aller jusqu'à 10 lots infectés. Donc, on peut également représenter cette situation par un arbre de probabilité. Donc, on comprend déjà comment ça marche. Dans cet arbre, on va avoir 10 lignes, vu qu'on va tester 10 lots. Et dans chaque ligne, on peut voir que le lot peut être ou bien infecté ou pas l'être. Un lot infecté est représenté par 3 cases entourées en rouge. Et un lot qui n'est pas infecté est représenté par 3 cases entourées en vert. Comme on sait déjà que pour qu'un lot soit infecté, il suffit qu'une seule personne soit infectée. Donc c'est ici que va intervenir la probabilité qu'on a calculée précédemment, donc 1 sur 125 000. Si on regarde un chemin précis, donc le chemin d'îlot infecté, qui est en fait le seul chemin pour cet événement, pour trouver la probabilité d'apparition de cet événement, on va multiplier sa probabilité, donc 1 sur 125 000 puissance 10, par le nombre de chemins qui correspond à cet événement, donc multiplié par 1. Par exemple, 5 lots affectés, ça peut correspondre à un chemin, par exemple, de 5 lots infectés consécutifs. Et donnée par notre professeur de mathématiques et qu'on devrait étudier en fait terminale. Mais en fait, ça nous permet de trouver le nombre de chemins. Et donc, il faut multiplier cette combinaison par la probabilité des branches où le lot est infecté, donc 1 sur 125, vu qu'il y a 5 lots, et multiplier par le produit des probabilités des branches où le lot n'est pas infecté, donc 1 moins 1 sur 125 000 puissance 10 moins 5, vu qu'il et si on retire 5 des 10 lots, donc le nombre de lots infectés, on va avoir le reste qui correspond donc aux lots pas infectés. Et tout ça va nous donner la probabilité d'apparition de 5 lots infectés. Donc, si on prend les probabilités d'apparition de chaque valeur que x peut prendre, on peut le représenter dans un tableau comme celui-ci. Ou par exemple, on peut voir que quand x est égal à 3, donc il y a 3 lots infectés, sa probabilité d'apparition est de 0,01, ici. Donc, si on veut tenir compte de toutes les probabilités, on va faire une moyenne pondérée des valeurs de x par leur probabilité, qui
correspond aussi à le nombre de lots infectés qu'on peut espérer. C'est pour cela qu'on l'appelle l'espérance. Et donc, cette espérance va se calculer par la somme des produits des valeurs de x par leur probabilité, qu'on peut voir ici. Donc, si on prend l'espérance pour ce tableau, on retrouve 0,6, qui est donc le nombre de lots infectés qu'on peut espérer dans cette situation. Nous, on a travaillé sur un programme Python qui se construit par des fonctions suivantes. Donc d'abord, notre première fonction va retrouver la liste des diviseurs d'une population. Donc si on donne une population, par exemple, ça peut être une population de 30, ça va nous donner tous les tailles de lots qu'on peut faire avec cette population. Puis notre deuxième fonction va calculer la probabilité qu'un lot soit infecté. Cette fonction va nous permettre de calculer la probabilité du nombre de lots infectés parmi l'ensemble des lots. Cette fonction permet de calculer le nombre de lots infectés que l'on peut espérer pour chaque diviseur. Et en fait, cette dernière fonction va regrouper toutes les fonctions précédentes et nous va permettre de calculer le nombre de personnes dans un lot pour lequel on effectue le moins de tests possible, enfin le moins de tests avec le nombre de tests minimum. Et donc, va retourner ce nombre de tests et l'effectif de personnes qu'il faut mettre dans un lot. Donc, si on prend ces résultats finaux qu'on a obtenus grâce à notre programme, on peut les représenter sous forme graphique. Donc, ici, on a une situation avec un taux de malades de 2%, mais on a plusieurs populations qu'on peut voir ici dans l'axe des abscisses. La courbe bleue correspond au nombre de personnes dans un lot et la courbe rouge correspond au nombre de minimum de tests. Donc, si on regarde la ligne en pointillé, on peut voir que pour une population de 600 personnes, le nombre de minimum de tests qu'on peut faire, c'est 163, et qui correspond à 8 personnes dans un lot. Et quand on change le taux de malade, par exemple, on prend un taux de malade de 80%, on aura une situation différente. Donc, les courbes restent les mêmes. Mais on peut voir que pour la même taille de population, donc une population de 600 personnes, le nombre minimum de tests va être de 600 et le nombre de personnes dans un lot va être 1. Ça veut dire que dans cette situation, avec un taux de malade de 80%, on teste chaque personne individuellement. C'est pour ça que le nombre de personnes dans un lot est 1 et le nombre minimum de tests est de 600. Et si on compare ces deux graphiques, on peut voir que pour un taux de malade faible, comme 2%, c'est intéressant de faire des lots parce qu'on va faire des économies, on va faire moins de tests que la population totale, mais avec un taux de malades élevé, comme ici, il n'y a pas d'intérêt de faire des lots parce que le nombre minimum de tests va revenir au nombre, comme si on testait chaque personne individuellement. Donc, on peut se poser la question, depuis quel taux de malades n'est-il plus rentable de faire des lots? Et c'est sur cette question qu'on va terminer notre présentation. Donc, merci pour votre écoute et on veut remercier les personnes suivantes pour nous aider. Donc, Monsieur Jean-Luc Perrotin, Monsieur Julien Dutil, Madame Sylvie Rolly, Madame Clotilde Gisard et Monsieur Alain Surdy. Merci beaucoup. Donc, on repasse la parole au groupe de Berlin. Et là, on remet la présentation. Celle-là. Donc, en fait, on a utilisé comme première approche une approche un peu différente de celle de Budapest. Donc, on a d'abord essayé de faire à l'aide d'un programme une simulation, s'intéresser à des cas concrets de répartition de malades dans la population et donc à partir de là, le nombre de tests dans ce cas-là. Donc, pour ça, on a utilisé un programme Python dont la fonction principale va nous permettre, en fait, dans chaque lot,
déterminer au hasard le nombre de malades et donc le nombre de tests qu'on va avoir dans ce lot. Donc, vous voyez ici cette fonction un peu qui est le centre de notre programme, donc qui va juste dans une boucle pour chaque individu du lot, choisir au hasard s'il va être malade ou non. Et ensuite, à partir du moment où il y a au moins un malade dans ce lot, donc compter le nombre de tests va être de 1 plus la taille du lot, qu'on a d'ailleurs appelé ici X. Et sinon, s'il n'y a aucun malade, alors le nombre de tests pour ce lot va être de 1. Et on va répéter cette fonction, donc cette simulation des lots 100 fois pour obtenir donc le nombre de tests total pour une population et représenter les résultats dans un graphique, donc qui va être un graphique de l'économie en fait. Donc on a juste pris le nombre de tests, on l'a divisé pour obtenir le nombre de tests par personne et on l'a ensuite comparé à un test par personne qui est donc celui de la méthode de base pour obtenir donc cette économie qu'on avait vue plus haut. Et le graphique va donc être un graphique de l'économie en fonction de différentes tailles de lot et pour différentes fréquences qui vont donc correspondre à différentes couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit en fait que l'économie positive, donc les cas dans lesquels il est favorable d'utiliser un regroupement par lot, est plutôt pour des fréquences assez petites. Donc ici, la courbe rouge, orange et jaune. Et en particulier que c'est des tailles de lot plutôt petites, des regroupements plutôt petits qui permettent une économie maximale. Cependant, nous rappelons qu'il s'agit seulement d'un exemple, vu qu'il s'agit d'une simulation. Et pour connaître en fait la méthode optimale, nous devons faire une généralisation et je redonne la parole à mon camarade. Donc, à partir de ce programme-là, on peut formuler un modèle du problème. P ici est la probabilité d'être sain. On l'a choisi puisque ça rend les calculs plus faciles, mais c'est simplement c'est 1 moins la probabilité d'être malade F qu'on a utilisé avant. Et X est la taille du lot. Pour chaque lot testé, il y a 2 cas. Soit il n'y a aucun malade, ce qui nous donne donc un test, ou il y a 2 malades, ou 1 ou plus de malades, ce qui nous donne donc un test plus le nombre de tests d'individus dans le lot. La probabilité ici peut être calculée à partir de la probabilité d'être sain, exposant la taille du lot. Et donc la probabilité du cas de 1 ou plus de malades peut en être déduite. À partir de ces probabilités, on peut les pondérer par les valeurs de tests et obtenir l'espérance du nombre de tests qui est écrit ici. En divisant cette valeur par X, on peut obtenir le nombre moyen de tests par personne qui est noté ici. Et ensuite, en prenant la valeur de la première méthode, où on teste chaque personne individuellement, et en trouvant la différence entre cette valeur et celle qu'on vient de trouver à partir du nombre moyen de tests par personne, on peut obtenir l'économie moyenne d'un abscisse de X taille de lot. On a utilisé GeoGebra pour montrer cette fonction qui est décrite ici, et donc qui peut être, attendez, et donc qu'on peut voir ici. Les valeurs au-dessus de 0, ou les points de la courbe au-dessus de 0, sont les points pour lesquels la taille de lot abscisse X rend une économie, donc où c'est plus efficace de former des lots à partir des tailles ici notées sur l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées ici, c'est l'économie, donc la même chose que le graphique de Émilie. On veut regarder 2 cas précis. On prend pour P la probabilité d'être sain de
0,95. Ici, on peut donc voir que ici, 5% de la population sera malade, et on peut voir que ici, il y a un assez grand, les lots peuvent être d'une assez grande taille, même de 50 personnes, ce qui bien sûr augmente l'efficacité ou décroît le nombre de tests nécessaires pour tester la population. Et on veut aussi voir le cas de P est égal à 70, donc 0,3, 30% de la population sera malade, où on peut voir que déjà là, on a que c'est quasiment impossible de former des lots qui rendent cette méthode efficace. Et donc, aussitôt qu'on descend en dessous, on remarque très vite que ce n'est plus possible d'utiliser la méthode des lots pour faire moins de tests que juste tester chaque personne individuellement. Peut-être une petite précision, c'est nous, au lieu de se concentrer sur les populations et comment les diviser, nous, on a juste vu les lots seuls. Donc, il y a une petite différence avec notre méthode et celle du Budapest. Donc, merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions? Ouais, Nour. J'avais une question. Donc, là, vous utilisez toujours des tests de la même taille, des lots de la même taille. Je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à, par exemple, tester toute la population? Si le test est négatif, dans ce cas-là, on sait que toute la population est saine. Si c'est négatif, on divise en deux et puis on fait chaque partie, c'est-à-dire qu'on teste chaque demi, puis ensuite on redivise en deux et on fait une recherche binaire. Est-ce que vous savez pas grand-chose? En fait, c'est vraiment une bonne idée et j'imagine que ça pourrait permettre des économies plus grandes. Mais en fait, la question un peu de la stratégie, vu qu'il n'y a pas seulement celle avec les moitiés, mais il y a vraiment une infinité de stratégies possibles, je pense que ce serait un projet Matangine en soi-même et nous, on a juste fait donc pour des tailles d'une certaine taille. Oui. Par rapport à la question justement, en pratique, on n'entend pas très bien. C'est vraiment pas difficile parce qu'il faudrait faire. On n'entend pas très bien. Donc, par rapport à la question précédente, je voulais ajouter que la méthode que vous avez présentée est plus réalisable en pratique parce qu'il vous faut au plus de phases de test, alors que là, on en aurait logarithme de n. Et je pourrais aussi rajouter quelque chose à propos de la question de. Donc, la première question. Nous, on n'a pas vraiment fait avec la taille de la population, on a directement fait avec la taille des lots. Donc, ce que tu viens de nous proposer, ce serait prendre en compte la taille de la population. Alors que, oui, bon, c'était plutôt quelque chose à faire avec la taille de l'eau. C'était quelque chose qu'on avait considéré, ouais, mais que, à la fin, oui, c'était trop compliqué avec trop de différentes variables et après, on s'avait concentré juste sur cette méthode. Ouais. Donc là, c'est pour les deux groupes. Donc là, malheureusement, on est dans une situation où on a un virus surprenant. La raison pourquoi le groupe de Budapest ne peut malheureusement pas venir ici. Du coup, prenons l'exemple de cette maladie. Est-ce que vous avez essayé de prendre des données pour voir quelle serait la taille de l'eau, une taille de l'eau intéressante, peut être appliquée dans les lycées pour tester des élèves? Je comprends. Ouais. On n'a pas fait de cas précis sur le Covid, mais en considérant évidemment ici que le nombre de malades dans une population, donc de gens qui ont Covid tous en même temps, est assez petit. Donc, il est plutôt proche de entre 2 et 5%, je dirais. Et donc, oui, on pourrait dire que, en fait, on pourrait même utiliser cette méthode pour une classe entière et avoir moins de tests nécessaires. Mais oui, on pourrait le faire et ce serait plus efficace. Mais on l'a pas fait.
Je sais pas. Ça, c'est une question plutôt de politique ou de choix de le faire. Et je pense que l'idée de mélanger la salive des élèves et de la tester est peut-être pas assez populaire. Et une petite idée pour un projet futur. Là, j'ai vu que les deux groupes, vous avez dit que les personnes dans un lot sont indépendants les unes des autres. Ouais. Du coup, si on regarde une classe d'élèves, c'est pas vraiment indépendant. S'il y a un ou une élève qui a le Covid, probablement le voisin ou la voisine là aussi, ça pourrait être intéressant de faire peut-être des simulations pour prendre en compte des phénomènes de dépendance dans les lots. Ouais, c'est tout à fait vrai. Donc, le vrai monde, il est bien sûr beaucoup plus compliqué que notre modèle là. Donc, ouais, il faudrait considérer ça pour des classes. Ouais. On pourrait rajouter des paramètres tout le temps. Ces maladies ne sont pas contagieuses, ça peut être des maladies différentes. Ouais. Oui. Mais je voulais dire aussi par rapport à la question au Covid, donc de mélanger les classes, d'avoir un test, c'est quand même beaucoup. Enfin, en théorie, c'est bien, mais en pratique, genre mélanger les groupes là, tout simplement. En plus, ça marche moins bien avec la baffe que dans la dernière. Donc, je sais pas, je pense qu'en théorie, c'est une bonne idée, mais ça marche jamais en pratique. Mais en fait, ça existe déjà. Genre, il y a par exemple l'exemple de, je crois, le test Lollipop ou quelque chose, où genre chaque élève met un truc dans sa bouche et après, je sais pas exactement comment ils font, comment on les mélange, mais en tout cas, c'est pas un truc. Et là, pour le Covid, ça ne marcherait peut-être pas, mais pour des choses comme des tests de sang ou d'autres choses, ça pourrait marcher beaucoup mieux. Encore des questions? Nous? Ça, c'est peut-être spécifique, mais donc, dans le cas du Covid, il y a des tests antigènes et des tests PCR. Et il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant de prendre en compte, c'est que le test antigène, il est moins précis. Et donc, là, déjà, on pourrait prendre en compte la précision du test, alors mais en plus, par exemple, le test spécial il est plus précis, mais il faut un délai de 2 ou 3 jours avant d'avoir les résultats. Et d'ici là, par exemple, il peut y avoir de la propagation de la maladie. Donc, il y a encore peut-être plein de paramètres, si je laisse, quand je vais vérifier, peut-être, on va ajouter la précision des tests. Oui, on pourrait le faire, mais et dans un cas réel, ce serait très intéressant d'étudier. Mais notre but là, dans cet exposé, c'était juste de réduire le nombre de tests, pas forcément d'avoir l'étude la plus précise possible d'un groupe de gens. Donc, voilà. On remercie de nouveau Budapest aussi. Oui.